Bonsoir tout le monde, bienvenue à la table de rencontre pour une nouvelle soirée. Raven en compagnie de nos frères Corvus préférés de notre famille Corvus, sombre, gothique, romantique, Edgar Allan Poesque, j'en passe et des meilleurs. Et donc nous sommes toujours en compagnie de Chat. Bonsoir Chat, qui va nous guider dans cet univers. Et puis de Yurkan, qui jouera Arthur Corvus. Hello, hello. Et de Vilmo qui jouera Romulus Corvus. Bonjour. Et de moi-même qui jouerai Alastair Corvus. Installez-vous, c'est parti pour un petit moment de discussion, probablement un peu creepy et glauque. Toujours cosy, l'horreur en douceur. C'est de l'horreur cosy, voilà. Bien, moi je vais m'arrêter de parler. Je vais me mettre en condition dans le personnage et je laisse la main à notre MJ pour la suite. Donc juste pour vous rappeler rapidement là où vous en étiez l'autre fois, donc je ne vais pas refaire tout un résumé, j'invite les gens qui découvriront ça sur YouTube à aller regarder les épisodes précédents dans la playlist. Mais après avoir rencontré de façon indirecte enfin directe mais immatérielle on va dire, nos amoureux maudits, vous avez appris l'ébauche d'un secret particulièrement honteux et terrible pour votre famille, mais ô combien pas surprenant du tout. Et donc vous êtes toujours dans la bibliothèque. Vous veniez de terminer un rituel qui visait à invoquer Frances. J'ai perdu. Pardon. Frances Osgood. Ouais, il y avait un Sargent. Frances Sargent Osgood que vous supposez être une ancêtre d'Elisa Sargent que vous aviez déjà rencontrée à la Société des Explorateurs. Et donc on a notre cher Alastair qui est un peu couvert de sang, on se rappelle, puisque l'un des contre-coups génial de ce rituel a été qu'il s'est vidé d'un bon litron de sang. Bon, ça va. Il est un peu faiblard. Non, ça va. Franchement, il a quand même dû être. Ça a quand même nécessité l'intervention de ton frère, hein, je veux pas dire. Oui, qui sert un peu à quelque chose. Hein. Attends, j'ai prélevé les 4 lits qui restent. Franchement, le PJ, le PJ est allé donner son sang samedi. C'est une demi-pinte. Enfin, c'est une pinte. Nickel. Hein. Et du coup, vous en étiez là avec cette mission un peu étrange de retrouver ce qui disait. Je veux retrouver l'un et l'autre, hein. Je veux retrouver mon amour, je veux retrouver mon cœur, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a été dit. Et pendant que Arthur était en train de porter les premiers soins à son frère, Romulus, lui, s'était plutôt tourné vers le livre qu'avait utilisé Alastair pour justement invoquer l'esprit de Frances. Ça, c'était son sorte l'annuaire des morts là, enfin son catalogue des esprits, je sais pas trop comment le qualifier. Puis, ouais, c'était un espèce de truc comme ça qui contient un peu les âmes des différents défunts du coin. Oui, c'est ça. En fait, c'est des espèces de rubriques nécrologiques sous forme d'un livre. Probablement de celui de la famille plus spécifiquement, ou en tout cas. Et donc le fameux livre s'était ouvert sur une page spécifique qui laisse deviner, recouvert par endroits du sang de ton frère. Ah non, on avait dit que le sang était parti. Pardon, excusez-moi, je l'ai oublié. Le sang est complètement évaporé. Absorbé, pour aller savoir. Mais en tout cas, le sang, effectivement, ne recouvrait plus l'ouvrage. Et sur cette page, vous vous rendez compte qu'on a quand même essayé de faire disparaître certaines choses, certaines informations. Vous voyez effectivement l'arbre généalogique
les différents ancêtres, on va dire, c'est plus qu'un arbre généalogique, c'est plus, comme on avait dit, des rubriques nécrologiques. Donc c'était quelques petits textes assez courts de membres de votre famille. Et des gens qui sont associés à ces personnes. Effectivement, à côté du nom de Fabiano, donc il y a le Lancard dédié à Fabiano. D'ailleurs, en motif de la mort, en fait, il n'y a pas de motif. Ok. Pas de motif indiqué. Simplement sa date de naissance et sa date de décès. Et à côté, il y a un autre encart qui a été en fait complètement dégradé. Vous devinez quelques petites lettres, enfin Romulus en l'occurrence, puisque c'est toi qui observes le livre à ce moment-là. Tu vas deviner quelques petites lettres. Donc tu vas voir effectivement les deux premières lettres. Donc tu vas peut-être voir un F et un R. Tu vas peut-être voir aussi un petit peu plus loin dans le texte qui accompagnait probablement le texte qui indiquait qui était sa parentèle, etc. Quelques mots, le terme effectivement de marchand, ce qu'elle vous avait indiqué aussi, qu'elle venait d'une famille de marchands qui avait accompagné les Corvus à leur arrivée sur l'île. Et puis vous allez entreapercevoir une adresse que vous connaissez, en tout cas un morceau d'adresse, mais qui, d'après vos connaissances, en tout cas peut-être par Romulus, tu me diras, mais a l'air situé dans un des quartiers de la ville où on retrouve pas mal des grandes familles qui sont pas les familles nobles, mais qui sont des familles plutôt aisées, qui se situent souvent proche du quartier des marchands, justement. Donc vous devinez en fait le nom d'une rue, un numéro éventuellement, mais un peu dégradé. Peut-être que si c'est un nombre, vous allez avoir qu'un des deux chiffres qui est vraiment visible. L'autre, vous allez le deviner. Est-ce que c'est un 5, un 6, un 8 ? Vous ne savez pas trop. Et vous allez avoir un prénom au niveau de la zone où on retrouve la parentèle. Vous allez voir le prénom de Edgar. En tout cas du côté de Frances. Ok. Je me supposais être Frances. Côté Fabiano, la parentèle est on ne peut plus corvusienne. Donc effectivement, le père, alors après ça dépendra de votre degré de connaissance de la généalogie, mais le nom du père, c'est sœur Édouard de... non, oui c'est ça, sœur Édouard de Corvus. Ok. Ouais, le Edgar, c'était un Edgar Sargent ou Edgar. Vous n'avez pas le nom, mais vous voyez Edgar, et a priori, dans la zone où vous allez retrouver la parentèle. Donc, c'est ce que vous devinez. Donc, effectivement, ça va être soit Osgood, soit Sargent, a priori, si on est logique, en tout cas. Enfin, s'il n'y a pas eu d'autres histoires dans la famille, on en est là. C'est ça, okay. Edward Corvus. Et c'est à peu près tout ce que tu vas déchiffrer à ce stade. Bon, l'épouse d'Edward s'appelle Catherine Corvus. Vous n'avez pas mention de son nom de jeune fille, mais ça, c'est pas choquant pour vous, puisque quand on rentre dans la famille Corvus, on devient un Corvus, avec tout ce que ça implique. Même si on n'est pas, qu'on soit accepté ou pas. Petit clin d'œil par rapport à Arthur, mais on devient un Corvus, quoi qu'il arrive, avec tout ce que ça implique.
Ok. Est-ce que ça nous évoque quelque chose Enfin, après, bon, je dis ça, je suis encore on va dire au chevet d'Alastair, mais est-ce que ça peut évoquer quelque chose comme nom, comme histoire qu'on aurait entendu de la part des parents ou des domestiques? C'est peut-être un peu vague pour vous, parce que vous avez quand même pléthore d'ancêtres, plein de sous-branches, de gens qui ont été un peu mis à l'écart, que vous n'avez pas forcément connaissance. Cependant, celui-ci, justement, pour le coup, c'est un dont qu'on a peut-être évoqué, mais de façon un peu gênée. C'est tout simplement parce que, et ça, vous vous en souvenez peut-être, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui est arrivé en même temps, ou quasiment en même temps que le fondateur, donc votre aïeul. Donc autant dire que ça remonte un petit peu, mais ça remonte surtout à une époque qui est particulièrement troublée pour la famille Corvus. Ok. Donc ça va évoquer ça. Donc effectivement, c'est plutôt ancien et c'est plutôt secret. Et plus que secret, je pense que on évite volontairement d'évoquer trop les personnes de cette époque-là. Une espèce de tabou sur ce qui s'est passé avant la guerre pour les Corvus. Juste pour vous rappeler un petit peu de l'ordre, je vous rappelle qu'une bonne partie de votre famille à cette époque a été exécutée quand la guerre s'est terminée. Trop bien. C'était une ère de joie et de fête, évidemment. De prospérité. Notamment à cause de leur résistance contre l'ordre et leurs accointances avec des pratiques liées à la loge. Ok. Donc clairement, si on évite le sujet, c'est que, alors il faisait peut-être pas ça, vous pouvez pas le savoir. Est-ce qu'il faisait pas, il avait des liens ou pas avec la loge ou quoi que ce soit. Par contre, si on n'en parle pas, et d'ailleurs vous le verrez peut-être si vous cherchez sa rubrique nécrologique, il y a probablement écrit exécuté. Ok. Bon, en tout cas, je vous partage. Je vous épargne la recherche dans le même livre que vous êtes déjà dans. Je partage en tout cas Arthur qui est pleinement conscient, peut-être un peu à Alastair, pendant que tu te vides de ton sang. Moi, calmement, je feuillette un peu le livre, mais du coup, je vous ai partagé toutes ces informations. Ouais, j'avoue que moi, pendant que je me vide de mon sang, j'essaie de reprendre contenance. Peut-être que tu vois, un peu à demi-mot, en étant allongé avec, je sais pas, une serviette sur la tête humide, tu m'entendras dire « Regarde à telle page, donne-moi dis-moi ce qui a marqué. » Tu vois, je faisais ça pour toi, qu'on s'en souvienne, parce qu'à l'épisode 10, on a dit que j'étais un ingrat, mais en fait, non, je t'occupe. Je suis un peu comme le Golden Retriever chez le dentiste, tu vois, je te fais penser à autre chose. C'est ça. Mais du coup, je note dans un... j'avais un mouchoir, je me rappelle. Je sors ce mouchoir et je note avec ce que je peux, potentiellement avec mon sang, parce que je me suis ouvert aussi. Sinon, il y a plein de sang sur le bouquin. Donc après, remarque, on n'est plus dans... J'en ai un petit peu à disposition, si tu veux, je t'en passe. Prends mon sang, frère, prends mon sang. Qu'il serve à quelque chose. Trempe la plume là, c'est là. En tout cas, ouais, je note l'adresse. Est-ce qu'il y a des informations sur le bébé? On avait dit que le bébé... Ah, je me souviens pas, je suis désolé. Le bébé, il est mort. C'est une fausse couche ou il est né quand même? On sait pas. On sait pas. Alors, a priori, elle vous a dit elle venait d'accoucher. Oui, d'accord. Elle vous a pas donné d'informations sur le fait si l'enfant était mort ou vivant à ce moment-là. Mais il est pas dans l'arbre généalogique. Ah bah non. Certainement pas. Certainement pas. Donc, ouais. Soit il a été effacé, soit il a pas vécu assez longtemps. Quoi. C'est déjà un petit miracle que Frances y soit. C'est vrai. Bah ouais, mais quand t'arrives dans la famille Corvus, tu vois. Bah, ils sont pas mariés. Ils sont pas mariés. Ah. Elle a encore son nom de jeune fille, hein. C'est vrai. C'est une exception dans la règle. Bah, c'est surtout que ça s'est fait dans le dos de la famille, mais plus ou moins. C'est pas officiel. C'est pas officiel.
bien. Bien, mes chers frères, je pense qu'on n'en apprendra pas beaucoup plus ici. Alastair, tu préfères que je laisse ton livre dans ta bibliothèque, dans ton aile? Oui, ne Tu as l'air d'avoir besoin de te reposer. Ne touche à rien, je m'en occuperai quand ça ira un peu mieux. Très bien. Et je regarde Alastair, un peu quand quand même il le vide de sol. son sang, il a une voix de petit vieux quand même. Ça. Ouais, c'est ça. Je dirais l'avènement du 3e âge, là. Je ne suis pas acteur, je canalise ce que je peux. Et... Non, mais j'adore, c'est génial. Non, c'est j'ai pas assez d'énergie, tu vois. Ouais. Bah, tu te momifies un petit peu, ouais. Je me momifie un petit peu. Là, je ressemble clairement un petit peu. Ça ressemble vraiment beaucoup trop à un Corvus. C'est ma true Corvus forme. Et du coup, je regarde un petit peu aussi Enfin, je détourne un peu le regard là de ma concentration du bouquin. J'ai regardé 2-3 pages que tu m'avais dit. Et puis, bon, là, je relève un peu la tête. Je vois quand même le bazar que ça a laissé, tout ça, surtout le sang, etc. Donc ça me dérange parce que vraiment, tu prends pas soin de ton aile. Et pas ma faute. T'aurais pu faire le ménage quand même. T'aurais pu faire le ménage après t'être desséché et vider de ton sang. T'aurais pu éviter de mettre du sang partout, quoi, quand tu voilà. Franchement. C'est pas. Avant de nettoyer, laisse ça propre aussi, voilà. Bien, as-tu besoin de nous encore, mon frère, ou peut-être temps que nous allions nous coucher. Je pense que toi tu peux y aller si tu veux. Moi je vais finir de m'occuper de notre cher frère, l'installer dans son lit, canapé, enfin ce que tu veux. Très bien. Et m'assurer que tout va bien, tout aille bien, et appeler, je sais pas, un serviteur ou un valet pour te veiller, Alastair. D'accord, c'est gentil, merci de veiller sur moi. Je te fais une faveur. Hein. Écoute, tu pourras venir emprunter les livres de la bibliothèque quand tu en auras besoin. Non, mais je te taquine. Non, mais ça me fait plaisir. Je te taquine, voyons, cher frère, nous ne sommes pas comme ça. Et puis tu sais bien qu'il n'est pas passionné par les livres. Alors si, mais certains. Certains. Voilà. Et je pense peut-être en avoir qui peuvent te passionner. On verra ça. Il doit bien y avoir des livres médicaux. C'est ça que tu cherches, dis-le. Je pense que ceux-là, ça fait longtemps que je les ai lus. Ouais. Donc moi je vais rentrer dans mon aile. Je redépose soigneusement le livre. Je laisse mon mouchoir à la page qui est importante. Et je vais me reposer. Parce que Corvus peut-être, mais besoin de sommeil tout de même. On aime avoir des cernes, mais ça se travaille. Ça s'entretient, c'est comme une barbe. De mon côté, une fois que j'aurai installé... Toi, tu vas te coucher, voilà. Une fois que j'aurai installé un Alastair là où il souhaite, je retournerai dans mon aile aussi pour me débarbouiller, nettoyer un peu ce que je peux de sang que j'ai accumulé sur mes vêtements et effectivement me reposer un petit peu si je peux. Tu peux. Tu vas essayer en tout cas après. Voilà, j'ai essayé. Des prises si habituelles. Et du coup, toi, Alastair, aussi direct au lit, de toute façon. Ah bah, c'est-à-dire qu'on m'y a mis. Je vais y rester. Ouais, je vais réfléchir un peu à toute la situation et bon, ça va me bercer un peu. Je vais aussi me concentrer sur mon repos. Vous passez donc la nuit. Alastair, tu vas être en train de dormir, probablement d'un sommeil un peu agité. Est-ce que c'est le stress de la soirée? Est-ce que c'est le fait d'avoir perdu autant de sang? Tu ne saurais le dire.
Et en fait, à un moment dans ton sommeil, probablement un rêve, tu vas avoir l'impression qu'on enserre ta gorge. Comme si on cherchait à t'étrangler. Et dans ton oreille, tu vas entendre « traître ». En te réveillant en sursaut, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, tu ne vois absolument rien. Et la sensation s'est évaporée, si ce n'est une espèce de sensation froide un peu dans le coin du cou. Mais rien de plus. Ok. Je vais prendre un verre d'eau qui est à côté du lit, je vais m'éponger un peu la sueur. Je vais pas réussir tout de suite à m'endormir parce que ça m'a perturbé pas mal. Alors, c'est pas tant l'intervention d'une sorte d'esprit ou truc comme ça, parce que ça arrive. Je veux dire, voilà, c'est un truc classique. Non, mais voilà, moi ça m'est déjà arrivé. Il y a un truc, ça arrive à Alastair, notamment quand il passe beaucoup de temps à lire sur un livre très particulier. S'il est très très concentré sur le livre, ça peut arriver qu'il y ait des esprits un peu liés au livre qui lui murmurent des choses à l'oreille, mais c'est jamais trop personnel en fait. C'est plus comme des esprits qui s'expriment de manière un peu narrative, quoi. Là, c'est assez rare que les esprits s'adressent à lui directement, et surtout pour le traiter de traître. Alors, il réfléchit quand même pas mal à comment il mène son existence ces derniers temps. Il n'a pas le sentiment d'avoir été un traître à sa famille, pas plus que ses frères, tu vois, pas plus qu'un autre, quoi. À sa ville, en soi, il la connaît pas assez pour avoir le sentiment de l'avoir trahi. À lui-même, pas vraiment. Donc il est un peu perturbé. Il se dit, tiens, quelqu'un a quelque chose à me reprocher. Et le pire, c'est que je sais pas exactement quoi. Donc ça va me travailler pas mal. Mais je suis un peu trop faible pour faire quoi que ce soit de tout ça. Donc je vais finir par m'endormir. Probablement pas très bien dormir jusqu'au prochain réveil, mais ouais, un peu terrassé par tout ça. Le jour timide se lève sur le manoir des Corvus, filtre péniblement à travers la brume qui est en train de reculer. Cette brume qui depuis quelque temps est un peu en retrait, comme l'avait constaté Arthur dans ses observations, mais qui reste présente malgré tout. On observe un petit peu dans le manoir le balai habituel des serviteurs, à la fois visible et invisible, qui s'apprêtent pour une nouvelle journée. Quelques volets dans les ailes encore habitées, ouverts. Quelques rideaux, plutôt, dans les ailes encore habitées, ouverts. La table de la salle à manger qui commence à se garnir de plats pour un déjeuner, un petit déjeuner habituel, rien de... En fait, en contraste avec la nuit que vous venez de vivre et les choses que vous venez de voir, tout est d'une normalité presque choquante quelque part. Et le monde continue de tourner malgré tout. Vous vous éveillez, comme à votre habitude. Vous vaquez à vos occupations, comme d'habitude. Et puis vous vous retrouvez probablement autour de la table du déjeuner. Vos parents sont absents ce jour-là, probablement parce qu'ils sont déjeunés un peu plus tôt, ou peut-être qu'ils sont partis en ville, ou encore qu'ils aient disparu comme ils le font parfois dans leurs ailes respectives pendant quelque temps. Vous n'en savez rien à ce stade-là. Et vous vous retrouvez autour de la table du déjeuner. Vous me voyez arriver un peu en claudiquant, avec un style qui n'est pas sans rappeler Arthur. Est-ce qu'il en fait un petit peu trop? Peut-être. Mais n'empêche que il y a un peu de vrai quand même dans cette façon de marcher. Un peu moins enjoué que d'habitude. Je m'assois à la table, je prends un verre de lait et je te fais un signe, Arthur. Je dis merci d'avoir réparé ton vieux frère et d'avoir pris soin de mon liquide sanguinolent.
Écoute, j'allais pas te laisser te vider de ton sang dans ta propre bibliothèque, ça aurait été cocasse. Mais je vois que t'étais pas obligé de me faire un hommage en prenant ma canne et ça, tu sais, il y a d'autres manières de me remercier. Hein. Écoute, ça me fait plaisir de savoir comment tu vis au quotidien, de me mettre un peu plus à ta place. Quelque part, ça m'aide à me sentir plus proche de toi, frère. Très bien, très bien. Écoute, j'apprécie le geste. Météo ce matin, c'est bizarre, d'habitude t'es un peu plus gourmand. Oui, pas trop d'appétit. On va y aller doucement. Je pense que mon organisme a besoin de repos, un peu plus prolongé. Un peu de lait, une pomme, ça fera l'affaire. Si c'est une tentative pour essayer de comprendre la vie de ton autre frère, au cas où cela t'intéresse, sache que les chats, en tout cas ceux de mon aile, ne consomment absolument pas de lait. Écoute, cher Romulus, un frère à la fois. Je m'occuperai de me rapprocher de tes passe-temps à une autre occasion, quand je me sentirai d'attaque. Je vois. Oui. Attends un petit peu d'être revigoré pour cela. Oui, je pense que j'ai pas assez souffert pour me projeter vraiment dans tes bottes. Frère, savez-vous si l'un des serviteurs a des notions de musique, de gamme? J'aimerais passer commande en ville. Je crois qu'effectivement, il y en a un. Alors, peut-être pas un serviteur à temps plein, mais je sais que Mère a pris des cours de musique à une époque. Je crains que si je fredonne à Mère la musique que nous avons entendue cette nuit, elle refusera de... Non, bien sûr. Bien sûr, mais... Est-ce que tu veux que je demande à... Mais peut-être faire venir son prof, la personne qui lui a enseigné. Sinon, il y a une manière plus simple. Je peux demander à Lorna de t'écouter. Peut-être qu'elle arrivera à te retranscrire la mélodie. C'est exactement l'idée, tant qu'elle est fraîche dans ma tête. À vrai dire, elle tourne depuis cette nuit. Et je me dis que, vous savez, ces petites boîtes, je crois que c'est un passe-temps pour enfants, mais je me dis que ce serait un objet intéressant, essayer d'immortaliser un petit peu ce que nous avons entendu cette nuit. Une boîte à musique. Puis, oui, voilà, c'est ça. Si j'avais cru que je m'intéresserais à ce genre d'objet, mais finalement, surtout quand ça peut devenir une épine dans le pied. Après la peinture, la musique, intéressant. Tu sais que notre frère a plein de talents. D'ailleurs, tu peins ces derniers temps, mon cher Romulus, non? J'ai arrêté, je n'y arrive plus. Tu n'y arrives plus ou tu ne veux plus? Je te taquine un peu, hein, évidemment. Je ne veux pas me satisfaire de quelque chose qui n'est pas de qualité, on va dire ça comme ça. Donc ce n'est plus que je n'y arrive plus, ou je n'y arrive pas suffisamment pour que ça me satisfasse. D'ailleurs, toi et moi, nous avons une discussion en suspension. Bien oui, comme ça arrive. Tu veux aborder ça maintenant? T'as mieux à faire? Enfin, à moins que vous vouliez discuter d'autre chose, Lester. Je sais pas. J'ai besoin de reprendre des forces, je vous écoute. Et il prend un sourire un petit peu carnassier. Ça nourrira tes inspirations. Ça. Et moi, tu n'arrives pas à peindre. Est-ce qu'à Lester, tu arrives à écrire? Il te manque de bonnes histoires en ce moment? Pareil, tu es en perte d'inspiration? Écoute, frère, nous avons une différence, je pense, importante. Je n'ai pas ton exigence. Je chronique la vie de la ville, j'écris mes pensées, j'écris mes expériences, mais je ne me plais pas forcément pour l'instant à me dire que ce sera de grands écrits immortels. Je réserve mon énergie pour cela lorsque je serai un petit peu plus familier avec mon sujet, avec la ville de Raven.
Voilà. Donc pour l'instant, je m'entraîne, je pose des idées, je joue avec les mots, je jongle avec les lettres. Mais voilà, je me satisfais de ce qui sort. Et peut-être qu'à un moment, j'accoucherai d'une œuvre marquante. Dans quel cas, je vous la partagerai. Un bon choix de mots, mon frère. Un bon choix de mots. Très bien. Ben, si tu souhaites te reposer, alors il faudrait peut-être remettre à plus tard notre sortie en ville. Je pensais que ce matin, nous pourrions, enfin ce midi, nous pourrions aller à la petite adresse que nous avons trouvée. Écoute, je pense que si on prend une calèche et qu'on ne va pas trop vite, je pourrais venir avec vous. Ne retardons pas notre avancée dans ce mystère. Je vous laisserai peut-être y aller sans moi, je vous rejoindrai peut-être plus tard. J'ai une course à faire en ville. Je vous rejoindrai au moment opportun. C'est bien dommage, Arthur. Je comptais sur ta discussion en suspens pour alimenter un petit peu notre voyage, mais... On peut C'est ce qui fait que... On peut l'esquisser maintenant. Et puis écoute, je t'écoute. Tu te souviens d'une certaine Hélène, je crois? Oui, je m'en souviens. Et je crois qu'on avait abordé le sujet, mais je suis plus sûr à 100%. T'avais pas fait un rêve bizarre où on l'a envoyé dans le jardin, où on était tous les deux? Ça te dit rien? Alastair, as-tu fait des rêves étranges? Quand tu dis ça, il avale un peu son lait de travers. Ça se pourrait. Pas forcément étonnant après avoir un petit peu brisé le voile des esprits et perdu quelques litres de sang, mais ça se pourrait. Cette nuit ou avant? Cette nuit. Ah. Moi, je pensais il y a quelques nuitées, mais... Ah. Bon. Je me souviens pas trop de mes rêves. Ouais. Tu vois que Arthur, je doute un peu de ce que tu dis. Ouais. Je vous regarde tous les deux avec insistance. J'ai arrêté de manger. Bon, en tout cas, oui, Arthur, je me souviens de... J'ai fait un rêve dans lequel tu apparaissais. Nous étions plus jeunes. Et oui, il y avait cette certaine Hélène. Mais tu sais bien que les sujets autour du... J'imagine que dans ton rêve aussi, nous étions au niveau des jardins. Oui, et nous avons... C'est un sujet de discussion et je pense que ça va être comme cette fameuse mélodie d'hier soir. C'est le genre de discussion que père et mère n'apprécient pas d'avoir avec moi. Est-ce que tu les vois autour de la table? Profitons-en vu qu'ils ne sont pas là. Il serait temps qu'on arrête d'avoir peur de père et mère en permanence. Tu crois pas? Ah, tu vois, je te fusille du regard au moment où tu dis ça. Mais je l'ai toujours pensé. Eh bien, très bien. Je ne sais pas si tu avais des questions. C'est un petit peu lunaire ce rêve. Je ne me rappelais pas de grand chose et de toute façon, non, il y a plein de choses qui ne concordent pas du tout avec. Bien, si tu insistes. Enfin, si tu insistes pour que je n'insiste pas. On arrêtera là. D'ailleurs, on t'avait vu... je t'avais vu, Alastair, mais je sais pas pourquoi. Tu m'avais vu dans ton rêve. C'est flatteur. Et tu m'avais vu sous quelle forme? Tu étais avec Père. Te rappelles-tu la question que je t'ai posée hier soir? Si tu voilà, tu vois, tu vas en parler. Ton enseignement. Tu vois que tu vas en parler, Romulus. Eh oui, je n'ai... Et j'aurais pu t'en parler même en la présence de nos parents. C'est juste que nous aurions été interrompus. Bien. Enfin, c'était pour être sûr. Mais étrange coïncidence que nous ayons le même rêve. Tu crois pas? Ça, puis maintenant les amours maudits de la famille. Incroyable, non? Comme si quelque chose venait à se répéter dans la famille. Un peu régulièrement. Je trouve ça étrange.
te regarde avec insistance et par rapport à ce que nous avons vu hier, je ne te souhaite pas que certains schémas répétitifs de la famille se répètent trop vite. Oh, tu sais. Tu n'as pas de nouvelles à nous annoncer, j'espère. Quelle nouvelle? Non, je crois pas. C'est pas prévu. Bien. Très bien, tu m'as rassuré. En tout cas, comment se porte-t-elle? Oh, bah écoute, très bien. Elle prend le petit déjeuner avec Lorna et... pardon. J'ai encore l'esprit un peu embrumé de la nuit. C'était pas une nuit évidente. Mais oui, elle prend le petit déjeuner avec les deux. Très bien. Avec Liam et Lorna. Donc tout va bien, t'inquiète pas. Mais je te remercie de te soucier de mon bien-être et de celle de ma femme. À ce moment-là, vous avez William non, pas du tout, pardon. C'est pas William qui arrive à ce moment-là. C'est Amanda Landry 4, qui est l'une des servantes, voilà, une des bonnes de la maison. On va dire celle qui est assez jeune. Hein. Je ne sais plus si vous l'avez déjà rencontrée, mais voilà, c'est une des servantes de la maison, plutôt jeune, une petite vingtaine. Et qui en fait commence en fait à débarrasser les choses que vous auriez déjà terminées ou à resservir éventuellement une boisson, quoi que ce soit, avec son air détaché, comme l'air détaché qu'a la plupart des serviteurs. Mais du coup, elle interrompt votre conversation à ce moment-là par son entrée dans la pièce. Et puis une fois qu'elle a commencé un petit peu à récupérer des choses à ramener en cuisine que vous n'auriez pas touché ou au contraire que vous auriez terminé, elle va se rediriger vers la porte comme si en fait elle n'avait rien interrompu, comme si vous n'étiez pas là presque en fait. Ok. Bah, comme j'étais un peu dans mes pensées, enfin ça tourne dans ma tête, mais juste le fait que là je me sente, enfin on est moins dans notre bulle ensemble. Très bien, je m'essuie rapidement la bouche. Enfin, après je suis hyper maniéré, donc de toute façon c'est vraiment juste histoire de faire un petit geste. C'est vraiment me pomponne alors qu'il n'y avait pas besoin. Bon, dans ce cas-là, Alastair et moi, nous partons. Nous allons faire. Je peux faire venir une voiture et puis Arthur, si tu le souhaites, penses-tu que après tes courses, tu puisses nous rejoindre en ville, ou alors est-ce que nous te revoyons que ce soir? Oh, je pense que oui, j'arriverai à vous rejoindre, mais je sais pas pour combien de temps j'en ai pour l'instant. On verra. Très bien. Est-ce que tu arriveras à me supporter toute cet après-midi, cher frère? Eh bien, il n'y a qu'un moyen de le savoir. C'est vrai, c'est vrai. Il y a juste une chose que je vous demande, c'est de ne pas vous écharper à mon absence. Je ne voudrais pas louper ça pour la moindre du monde. C'est pas notre style, c'est pas notre style. Promis, on te réserve le spectacle. Bien. Vous vous apprêtez donc à partir en direction de la ville. Bien évidemment, vous faites d'abord un crochet par vos appartements pour revêtir vos vêtements d'extérieur. Puis vous montez dans la calèche qui vous emmène en ville comme d'habitude. Ce paysage que vous avez déjà vu des milliers de fois, toujours aussi morne, toujours aussi sinistre, sous le regard insistant des corbeaux, et peut-être derrière une fenêtre celui d'un des chats de la maison.
Vous vous dirigez en ville et l'adresse effectivement que vous avez donnée fait que le cocher vous emmène en direction du quartier marchand. Est-ce que à ce moment-là, Arthur, toi, tu voulais faire un crochet quelque part pour qu'il te dépose ? Oui, je voulais honorer ma visite, pas quotidienne, mais hebdomadaire chez Annabelle Lee, effectivement. Directement à l'adresse qui te évidemment que non, souhaite aller ou dans les parages, libre à toi, voilà. Mais que ce soit là ou que ce soit une fois que vous arrivez au quartier marchand, d'ailleurs le contraste est assez intéressant parce que quand vous quittez le manoir, tout est extrêmement calme, tout est extrêmement morne et silencieux. Vous rentrez en ville, on gagne un petit peu en vigueur, mais c'était encore un peu paresseux. Et puis une fois que vous êtes dans le quartier marchand, vous avez un peu ce foisonnement qui n'est pas celui qu'on imagine en général quand on pense à un quartier marchand dans le sens une explosion de couleurs, de senteurs, de choses comme ça. On n'a pas des dizaines de bateaux ou des vingtaines de bateaux amarrés au port ou des choses comme ça. Ça va être beaucoup plus timide que ça. Je vous rappelle que seul un navire sur 10 parvient à traverser les eaux qui vous séparent du vieux continent. Donc en fait c'est plus quelques bateaux, des fois dans des états on sent qu'ils n'ont pas rencontré que des choses sympathiques en chemin, des voiles déchirées, des coques enfoncées qui heureusement n'ont pas rompu, mais pas forcément, mais peut-être. Des hommes qui, des fois en descendant, ont l'air un peu émaciés, comme s'ils avaient passé plus d'une nuit sans sommeil et voire même sans se nourrir suffisamment. Mais des marchandises qui continuent à affluer et ô combien Raven dépend, puisque en termes de production, il n'y a pas énormément de choses. Donc, vous dépendez. Il y a quelques production locale, etc. Mais beaucoup de matières premières et beaucoup de certains biens, et notamment des biens un peu plus luxueux, mais aussi plus travaillés ou plus qui sembleraient quotidiens sur le vieux continent, sont des choses à peine accessibles quand on est à Raven. Cependant, on n'est pas non plus dans la pauvreté la plus totale. On reste dans un contexte où il y a quand même des échanges et tout ça. Mais effectivement, on n'a pas cette explosion comme on pourrait s'y attendre dans un quartier marchand classique. Ça reste animé. Il y a des hommes qui sont chargés à l'épaule, qui portent des sacs, des caisses, etc., qui font des allers-retours, mais toujours dans cette dynamique un peu pesante. Et puis, au détour du port, vous vous enfoncez un petit peu plus dans les rues pour arriver en fait dans un quartier où les bâtisses sont assez grandes, assez prestigieuses, mais pour certaines, on sent une certaine décrépitude presque. Est-ce que c'est l'air marin avec la proximité du port qui les attaque particulièrement? Est-ce que c'est plutôt de l'abandon? Est-ce que c'est justement des armateurs ou des marchands qui ont tout perdu et qui n'ont plus que ces vieilles demeures qu'ils ont peut-être héritées? Vous savez pas trop. Mais en tout cas, vous avez ce contraste entre certaines demeures qui sont plutôt rutilantes dans le sens, je vous rappelle que la ville est entièrement blanche à l'exception de quelques bâtiments, donc c'est très très frappant comme image. Et puis d'autres où on sent que il y a une pierre un peu décellée, peut-être un ornement brisé. Voilà, des fenêtres un peu moins illuminées peut-être aussi. Je vous rappelle, on est sur de l'éclairage gaz, etc. Donc même en journée, surtout comme un endroit comme Raven où la lumière n'est pas toujours très présente, on a tendance à éclairer quand même beaucoup à l'intérieur, parce que sinon c'est très sombre, quoi. En tout cas pour ceux qui ont les moyens de le faire.
Et du coup, à un moment, votre cocher s'arrête devant une demeure qui effectivement appartient peut-être à une famille qui est plutôt du côté de la perte de vitesse, on va dire, d'un point de vue commercial. Même si elle n'est pas vraiment délabrée ou quoi que ce soit, mais on sent dans des petits détails que ça n'avait peut-être pas le même lustre que ça a pu avoir au moment où elle a été bâtie. D'accord. Moi, du coup, je te pose un peu comme ça en discutant. J'ai dû te déblatérer, Romulus, dans la voiture à toutes sortes de sujets plus ou moins passionnants. Te parler de mes amis poètes, du centre-ville, enfin des trucs qui probablement ne t'intéressent pas, mais dont je parle avec passion. Et à un moment, quand on arrive devant cette maison, je suis un peu pensif et je dis, tu penses que Raven a eu une grande époque? Une époque où tout était beau, tout était faste, où les gens vivaient sans mystère, sans irruption de fantômes, sans malédiction, sans corbeaux. Je ne pense pas qu'il y ait de grande époque qui puisse se faire sans mystère, sans corbeaux, même si ce ne seront peut-être pas les mêmes. Mais oui, une époque plus faste, c'est possible, oui. Si. Un temps avant la brume, peut-être. Peut-être. Mais est-ce que Raven a déjà été Raven sans la brume? Question que je me pose parfois. C'est un peu pour ça que j'essaye d'apprendre à connaître la ville, d'essayer d'écrire un récit dessus. Je pense que ça nous aiderait aussi à savoir d'où on vient, pourquoi on est comme ça. Ton but est de faire un récit réaliste pour qu'il ait du succès? Parce que cette ville faste, sans la brume, dans cette ville où nous sommes justement prisonniers de ces fantômes et de son linceul, tu tiendrais là peut-être le genre d'écrits qui permettent aux gens de s'en évader un petit peu. On pourrait creuser là-dedans, c'est un petit peu comme la peinture finalement. Je crois que mon but n'est pas de faire un ouvrage à succès, tu sais. Mon but c'est plus d'explorer la ville pour mieux nous comprendre, nous, les Corvus. Toi, Arthur, moi, père et mère peut-être. Comprendre d'où on vient, comprendre qu'est-ce que c'est que cette ville qui nous a formés en tant que famille. Qu'est-ce que c'est que cette ville qui nous a rendus si étranges. Je sais pas si tu as l'impression que nous sommes une famille étrange. C'est vrai que les gens que je côtoie ont toujours un petit peu de mal au premier abord quand je leur explique que je suis un Corvus. Même mes amis, en tout cas ceux que j'essaye d'appeler mes amis, ça a l'air de plus les amuser d'être en présence d'un Corvus que vraiment de les intéresser. Je sais pas toi si tu côtoies beaucoup de gens, mais il y a toujours cette espèce de spectre au-dessus de notre présence. Oui, ça fait un moment que j'ai arrêté de côtoyer les gens. Ça ne se passe pas toujours bien. Ça ne fait que corroborer ce que je dis. Je ne me suis pas posé les questions que tu te poses, en tout cas, cher frère. Ah oui, écoute, je suis une personne du peuple. Et quand on est une personne du peuple, on se retrouve à vivre avec le poids de son passé et des actes de sa famille. Ça fait penser pour une personne du peuple. Alors, j'espère être une personne du peuple. En tout cas, j'essaye de rencontrer le peuple, à défaut d'en faire partie. Alastair, je crois que tu oublies ce que père et mère nous rabâchent depuis notre naissance. Un Corvus reste un Corvus. Je pense que c'est plus qu'un nom. Tu l'as dit toi-même. Mais tu peux essayer de faire partie du peuple et d'essayer de glamer l'ombre, le spectre dont tu parles au-dessus de ta tête. Écoute, j'essaye de... Tu dépenseras plus d'énergie là que dans ta quête. À toi de choisir. Peut-être que tu as raison, peut-être que le combat est vain, mais
jamais été très bon pour suivre les instructions de père et mère de toute façon. Est-ce que tu veux que nous allions sonner à cette maison? Bien oui. Fais ce qui te passionne. Je t'en prie, je pense que tu es le mieux à même d'ailleurs, hein, finalement. Sois quelqu'un du peuple. Faisons ça. Je me dirige vers le portail ou la porte. Je sais pas s'il y a un jardin devant ou si c'est plutôt une maison de ville. On est sur une maison de ville. On est sur une maison de ville, hein. Clairement, c'est un quartier marchand, donc en fait, les bâtiments sont quand même tous mitoyens au final, avec des fois juste une grille ou une montée d'escalier qui va amener devant les demeures, mais on est loin au final, malgré l'ambiance qui règne, la splendeur de votre manoir. Hein, en comparaison, c'est beaucoup moins imposant. Ça reste des belles demeures, mais même comparé à certaines demeures des membres de l'ordre ou des choses comme ça, on est bien loin de ça. On reste sur des choses plus bourgeoises, entre guillemets, dans sa structure, mais en tout cas, oui, plus proche d'une maison de ville. Donc, en fait, tu vas arriver sur le perron, sur le seuil de la porte directement, en fait. Ok. Juste pour me rappeler, désolé si je ne suivais pas forcément au début, l'adresse qu'on a eue, on l'a trouvée dans l'espèce de registre au nom de Francesque Sargent. En fait, vous avez trouvé une adresse à la fin. Oui, c'est ça. Mais vous ne savez pas à qui elle appartient exactement. On l'a trouvée en relation à cette famille, d'accord. Ok. Bah, je vais m'approcher, je vais toquer à la porte. J'imagine qu'il y a un heurtoir ou une cloche. Et du coup, la porte va s'ouvrir. Et face à toi, Arthur, se trouve c'est pas Arthur, c'est Alastair. Non, je sais. Mais face à toi, Arthur, se trouve le serviteur. Excusez-moi, j'ai essayé de faire une transition un peu smooth. Désolé, j'ai cassé ta transition un peu smooth. Refaisons-la. Il a un litre de sang en moins. Faut pas lui en vouloir, il a anémié ce soir. Non, mais c'est pas grave. Donc, face à toi, Arthur, se trouve le serviteur de la famille que tu connais bien, le majordome, notamment, qui t'accueille de son air déférent, peut-être presque plus vivant, entre guillemets, que ce que vous avez l'habitude avec vos propres serviteurs qui gardent une froideur quand même très distante. Alors là, il a tout le chic d'un majordome de bonne famille, hein, mais plus humain peut-être. Oui, un peu plus chaleureux, on va dire. Dans son énergie, en fait. Pas forcément dans sa façon de parler, mais dans son énergie. Et du coup, comme d'habitude, il va t'accompagner dans les appartements de Nicolas, sans d'ailleurs vraiment te poser de questions particulières. Il va récupérer, je ne sais pas si tu as amené avec toi, mais peut-être ta cape ou peu importe. Oui, exactement, ma redingote. Voilà, c'était un chapeau, si tu as quoi que ce soit. Voilà, il va le récupérer et il va te guider et t'introduire dans les appartements de Nicolas, comme il fait à son habitude, avant d'emmener tes affaires pour les déposer quelque part. Je te laisse du coup nous décrire un petit peu ce qui se passe avec Nicolas, puisque c'est tes petites visites habituelles. Oui, effectivement. Ce qui se passe, c'est que souvent, généralement, je le trouve dans un état un peu très calme, parce que souvent la nuit a été assez virulente pour lui. Et je peux pas m'empêcher de me dire que l'état de la brume est en relation avec les crises qu'il vit au quotidien, ou en tout cas très régulièrement. Et donc, du coup, le matin, je le retrouve un peu dans un état, alors pas catatonique, mais très plat, quoi, on va dire. Et il est, je pense, alité. Et comme à mon habitude, en fait, déjà, je suis vêtu avec mes lunettes sans teint, ma canne. Je m'assois et
j'ouvre devant moi une valise dans laquelle il y a plusieurs pendules, plusieurs montres à gousset en fait, qui sont toutes un format différent, avec des inscriptions, comment dire, des gravures différentes. Et je vais en choisir une, pas au hasard, plutôt d'un geste assez expert et sans un mot, en fait, je vais commencer à faire balancer la montre devant ses yeux, comme ça. Et au bout d'un moment, ses yeux vont instinctivement croiser mon regard, même s'il y a mes lunettes devant son teint, mais c'est comme s'il savait où exactement regarder. Et en fait, pendant ce moment-là, c'est un échange qui est assez silencieux, qui se fait presque sans bruit. Alors il y a des moments où il y a des gesticulations, il y a des moments où il ne peut pas s'empêcher d'avoir des tressautements, mais en tout cas il n'y a pas de mots qui sortent de sa bouche ni de la mienne. C'est un échange vraiment calme, comme si tout se passait à travers le regard. Et ça dure voilà, pendant une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Et c'est un échange comme ça qui est ininterrompu, souvent au calme. Et à la fin, je stoppe la montre à gousset, le pendule, et je la remets dans sa valise et je m'incline légèrement devant lui et je sors de la pièce. Ok. Ça dure combien de temps, ce petit rituel avec Nicolas Lee? Au moment du jeu, ça doit faire bien 3 semaines. 3 semaines à mois. Et chaque séance, là, tu y passes, tu disais, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure de discussion comme ça? De manière hebdomadaire, ouais, à peu près. Ok. 2 à 3 fois par semaine. Tu vas quitter les appartements de Nicolas et tu vas retourner dans le hall principal. Et à ce moment-là, en fait, tu vas voir une porte s'ouvrir qui s'ouvre en fait sur une bibliothèque, enfin un bureau probablement, mais en tout cas toi tu vois des livres simplement par l'entrebâillement. Et de cet entrebâillement, tu vas voir 2 personnes sortir, enfin en tout cas l'une principalement sortir. Ça va être une personne que tu vas reconnaître comme étant un membre de l'ordre, pas forcément très haut placé, mais qui est plutôt un des fidèles. On sait, les jeux politiques en jeu au sein de l'ordre, un des fidèles de la famille Lee. Qui est quand même pour aussi les auditeurs qui n'ont pas forcément tout le contexte que vous avez avec la famille Usher, c'est les 2 plus influentes, en tout cas en ce qui concerne les jeux de pouvoir et la dominance dans l'ordre, même si c'est pas du tout la façon de procéder d'Annabelle Lee, elle n'a pas du tout cette volonté-là, parce qu'en fait si elle voulait vraiment, elle pourrait probablement trouver un moyen de destituer Usher, notamment en s'alliant avec Madame Lalande, avec leur pouvoir conjugué à toutes les 2. Mais bon, il y a quand même ce jeu de pouvoir. Et donc là sort un des membres de l'ordre d'un niveau plutôt courant, peut-être un secrétaire ou voilà, ce genre de choses. Et derrière lui, en fait, tu vas voir en fait simplement la silhouette d'Annabelle. Dans le fond de la pièce en fait, bien évidemment c'est pas elle qui allait lui ouvrir la porte, donc il est en train en fait tout simplement de la remercier et puis de s'éclipser en refermant doucement la porte derrière lui. Quand il s'avance dans le hall, probablement qu'en te voyant il a un petit
un petit regard surpris, peut-être les sourcils qui se haussent ou qui se froncent un peu en se disant mais qu'est-ce qu'un Corvus fait là, et encore plus pourquoi il descend des étages quoi quelque part. Mais c'est vraiment très fugace. C'est pas quelque chose, et puis c'est pas forcément agressif ou quoi que ce soit. C'est vraiment de la surprise tout simplement. Il s'attendait pas à te voir là. Donc en fait, à partir du moment où il y a un serviteur qui va arriver avec ses habits, il va les revêtir, et en fait il va te faire un petit signe pour te saluer avant de s'engouffrer par la porte d'entrée. Ouais, je lui fais une belle révérence à la suite de son tirage de chapeau. Exprès, comme une petite provocation, mais en même temps toute respectueuse. Ça s'appelle le salut Corvus. Voilà. Vous ne vous attendiez pas à nous voir, vous ne voulez pas nous voir, mais nous sommes bien là. Mais nous sommes là. Du coin de l'œil, tu vas voir le majordome qui attend probablement que tu fasses un signe lui indiquant que tu as besoin de tes affaires. J'aimerais lui faire comprendre. Enfin, non, je vais lui dire. Est-ce que Lady Lee est là, s'il vous plaît? Il va tout simplement te dire oui, mais il me semble qu'elle va bientôt sortir. Souhaitez-vous que je vous annonce? Peut-être qu'elle aura quelques minutes à vous consacrer. Oui, s'il vous plaît, je vous prie. Du coup, tu vas le voir en fait frapper et entrer dans la pièce. Ça va durer un petit instant, et puis l'instant d'après, il va ressortir et vous dire effectivement, Lady Lee peut vous accueillir quelques minutes, mais elle sera pressée. Ensuite, elle doit se rendre à l'ordre. Et donc, il t'ouvre la porte immédiatement pour te laisser entrer, en fait. Ok. Je rentre et je fais une révérence qui est due à Annabelle, qui est là, par contre, pour le coup, évidemment, tout à fait sincère et correcte. Il n'y a aucun débordement, aucune provocation. Voilà. Quand elle te voit entrer, en fait, elle était en fait proche de la fenêtre, regard un peu à l'extérieur. Peut-être un œil sur le sur le secrétaire qui venait de partir, ou sur tout simplement le va-et-vient des calèches. Tu vois sur son bureau quelques documents étalés, estampillés, à la fois des sceaux de l'ordre, mais aussi de celui de sa propre famille, probablement des choses en lien avec ses fonctions au sein de l'ordre. Et donc, quand elle va t'entendre, en fait, elle va se retourner et effectivement, elle va te rendre ta salutation tout aussi courtoisement, peut-être même un petit peu plus familièrement, parce qu'elle vous côtoie depuis que vous êtes enfant. Enfin voilà, elle vous a vu évoluer. Elle a quand même souvent des échanges avec vos parents, etc. Enfin souvent, elle a des échanges avec vos parents qui sont plutôt positifs et cordiaux, contrairement à d'autres personnes de l'ordre. Donc elle a plutôt cette approche-là avec vous, sans que ça soit familier, mais c'est pourquoi. Lord Corvus, que puis-je faire pour vous? Vous souhaitiez me voir? En effet, Lady Lee. Et puis elle va t'interrompre et elle va dire « Oh, où sont mes bonnes manières? Asseyez-vous, je vous en prie. » Et puis elle va faire un signe en fait, et tu te rends compte que la porte n'était pas tout à fait fermée tout de suite, et tu as le majordome qui rentre avec des tasses de thé. Et donc il va déposer le thé. Et elle-même, elle va t'inviter à t'asseoir de l'autre côté de son bureau. Donc elle va s'asseoir à son bureau et t'inviter à te saisir d'une tasse. Mais avant d'entrer dans les choses sérieuses entre guillemets, comment s'est passée la séance de Nicolas?
Écoutez, ben justement, c'est en partie de cela dont je voulais vous parler. Ça fait maintenant quelques semaines que nous faisons ces séances, et même si je sais que cela lui apporte de l'apaisement, je n'ai toujours pas réussi à déceler quoi que ce soit de ce qui le perturbe. C'est assez frustrant, je veux dire. J'ai beau arriver à dialoguer, apaiser ses inquiétudes, je n'arrive pas à comprendre la connexion qu'il a avec la brume. Et je n'arrive pas à savoir ce qui lui crée ces crises. Et... Tu vas la voir jouer un peu avec la anse de sa tasse, un peu comme si elle avait besoin de s'occuper les mains. Vous savez, l'esprit est, vous le savez, je pense mieux que moi, ô combien une chose complexe et fragile. J'espère que vos manipulations, manœuvres, je ne sais pas comment vous appelez vos gestes. Ma méthode, si vous voulez. Votre méthode puisse, plus que de faire remonter les traumatismes, libérer mon fils de ce qui peut le troubler. Mais passons, probablement que d'autres progrès arriveront par la suite. Puis-je me permettre une question que vous jugerez peut-être impertinente, mais est-ce que cet état-là vous est déjà arrivé à vous-même? Oh, moi non. Heureusement, je suis plutôt du genre solide, on va dire. Mais cela est-il arrivé déjà dans votre famille? Ce que vous direz là ne sera évidemment dans le cadre professionnel. Je suis peut-être quelqu'un qui se montre peut-être insensible parfois, mais ici il n'est nulle mention de politique quand il s'agit de mes patients et de la vie de quelqu'un. Écoutez, j'ai peu de jeux et bon, dans notre famille, non, nous n'avons jamais eu ce genre de choses. Maintenant, ce sont des comportements que j'ai pu voir pour des gens qui auraient eu des contacts fugaces avec la brume, mais ça ne fait aucun sens pour moi puisque je n'ai aucun souvenir ou aucune occurrence, ou en tout cas personne ne m'a remonté une quelconque information sur laquelle Nicolas aurait pu être en contact direct. Donc je ne saurais dire exactement ce qu'il faut. Mais j'espère que cette petite information, dirons-nous, pourra aiguiller vos prochaines séances. Ah, certainement, certainement. Le moindre mot, la moindre information est toujours utile. Très bien. Mais dites-moi, que souhaitiez-vous exactement en venant me voir aujourd'hui? Je suis désolée, je suis attendue aujourd'hui pour un vote assez important, donc je n'ai hélas pas le temps de... J'ai cru comprendre, effectivement, et là je sous-entends que j'ai bien vu la personne qui était là juste avant, évidemment. Ce que je voulais vous demander, c'était surtout par rapport à la brume. J'ai noté son retrait assez inhabituel pour la période. Peut-être... Enfin, je ne sais pas si vous êtes autorisé à en parler, mais je me suis posé la question si cela n'avait pas un lien justement avec votre fils. Peut-être qu'il agit comme une espèce de bouclier pour la ville. Est-ce que cela vous aurait traversé l'esprit? Ce serait là, elle prend ça un peu presque à la plaisanterie, ce serait là donner à mon fils beaucoup d'importance pour un problème aussi grave. Mais après tout, qui sait? Nous sommes les remparts qui protègent la ville. C'est le rôle de notre famille.
étant donné que je ne connais quasiment pas grand-chose à la brume, je ne prête rien, mais je suis curieux. Vous le savez bien. Je comprends. Hélas, là-dessus, je ne pourrais vous en dire beaucoup plus. Comprenez que nous ne pouvons bien sûr pas parler aussi ouvertement que ça de ce qui fait le cadre de nos attributions, si ce n'est que effectivement nous sommes là pour faire en sorte que la brume ne s'étende pas plus qu'elle ne s'étend déjà, même si hélas parfois nous sommes impuissants. Je comprends tout à fait. Il ne manquerait plus qu'un Corvus aide l'ordre pour que ce soit bizarre. Et je rigole tout seul. Ouais, bien, elle va avoir un sourire probablement aussi parce que n'ayant pas la même attitude que d'autres vis-à-vis des Corvus, elle entend bien la plaisanterie et ô combien peut-être imagine la tête de Lord Usher si jamais un Corvus venait filer un coup de main à l'ordre. Mais elle dit, vous savez, les chemins de la rédemption sont nombreux. Après tout, qui sait ce que l'avenir nous réserve? Effectivement. Eh bien, si vous êtes pressé par le temps, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je ne souhaiterais pas vous mettre dans de beaux draps face à l'ordre. Je vous remercie de votre sollicitude. Je vais vous laisser. J'ai quelques papiers à mettre en ordre avant de partir. Je vous laisse rejoindre l'entrée pour pouvoir récupérer vos apprêts et retourner à vos occupations. Bien sûr. Merci de votre temps, Lady Lee. Avec plaisir, comme toujours. Et en fait, à partir du moment où elle te dit ça, elle fait plus du tout attention à toi. Elle ramasse ses papiers, elle les range dans une poche, une espèce de carton entre guillemets, voilà. Et est-ce que pendant tout l'échange, j'ai réussi à déceler une once d'inquiétude ou de préoccupation Forcément, à partir du moment où tu parles de son fils et d'un éventuel rapport à la brume, ça générerait de l'inquiétude chez n'importe quel parent, j'imagine. Mais il y a aussi il y avait peut-être une émotion, je vais pas te faire de jet pour ça parce que je pense que voilà, c'est quelque chose auquel tu es sensible, surtout dans son attitude ou dans son regard ou dans sa voix, que tu sauras percevoir, toi qui observes autant l'esprit des gens à longueur de journée. Mais une forme de mélancolie, quelque chose qui va faire écho en fait avec ce que tu as peut-être perçu au moment du bal. Oui, ce que j'allais dire, c'est que j'avais l'impression de retrouver la même chose. C'est ça. Tu vas avoir cette espèce de rappel, comme si, en fait, au-delà de l'inquiétude, en fait, au-delà de toutes les émotions auxquelles tu pourrais t'attendre quand il s'agit de la brume, de la peur, de la colère même, hein, de l'anxiété, une certaine combativité ou quoi que ce soit. Tu as tout ça. Peut-être pas la colère, mais effectivement, si tu peux avoir la colère aussi, mais ces sentiments forts en fait, mais qui sont plutôt liés soit à l'appréhension, soit à l'envie de lutter contre, mais effectivement teintés d'une certaine forme de tristesse, de mélancolie derrière. D'accord. Comme si ça venait atténuer un petit peu cette combativité sans pour autant l'éteindre totalement, mais comme si ça venait un peu entacher grignoter un peu, ouais. Ok. Pardon, vas-y. Non, j'allais dire sur ce fait, effectivement, je prends les affaires et je vais rejoindre les frères au lieu de rendez-vous.